quand les parents s'en vont en vacances, là, puis les jeunes font des parties, là, puis ils font des parties la veille où la femme de ménage passe, là, c'est des femmes comme ma mère, là, qui vont ramasser vos merdes puis vos cochonneries. Fait que ramassez-vous, asti, parce que moi, je vais aller vous ramasser. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Il reste du monde. Mon invité aujourd'hui, c'est un collègue, mais c'est pas quelqu'un que je connais bien. Vous allez voir, en fait, pour la petite anecdote, je l'ai rencontré évidemment au travail, mais on s'est vu dans un événement où on était les deux invités et on s'est ramassé dehors à partager un cigare. Puis j'ai commencé à l'écouter et pour finalement remarquer, réaliser qu'il me racontait des histoires que je n'avais jamais entendues. Je ne savais pas du tout qu'il y avait eu cette vie-là. Fait que je me suis dit, quand le podcast va commencer, je vais le recevoir, je vais lui poser ces questions-là. Benoît Dutrisac, bonjour. Monsieur Villemur. Écoute, j'espère que ta blonde ne sera pas fâchée d'apprendre que tu fumes des cigares. Ah, je cache rien, moi. Non? Je cache rien. Le jour où tu commences à fumer en cachette ou à boire en cachette, t'as un problème. Non, Puis, sais-tu quoi? T'es pas content. Fuck off. Je veux pas de temps perdre avec ça. Tu veux pas... Ça te regarde pas. Mais la fois où on a fumé un cigare, ça devait faire 6 mois que j'avais pas fumé de cigare. J'en fume peut-être 2 par année. Mais donc assez aussi que tu portes des petites culottes de filles, parce que des fois, je te vois aux toilettes. Oui. OK, ça aussi. Non, il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a pas de cachotterie. Écoute, Benoît, tu viens-tu de Montréal? Je viens de Montréal. De quel côté à Montréal? De quel bord? Des pauvres. Des pauvres, dans l'Est. Dans l'Est. En fait, je suis venu au monde à Pont-Vieux. OK, oui, Ce qui est plus pauvre que pauvre, là, sur la rue Lahaye. Puis ma mère a accouché à l'hôpital Saint-Michel. Donc, je suis un vrai Montréalais, mais vite, on a emménagé pas loin à Antique. Okay. Antique en bas, là, Antique des pauvres. Puis à 15 ans, mes parents ont gagné 2000 $ l'Auto-Québec. C'est pas sérieux. Et c'était je sais pas, j'avais 14-15 ans. Là, c'était autour de 75-76. Et ils ont acheté un bungalow à Fabreville. Mon père travaillait dans le monde de la construction. Il vendait les matériaux de construction. Que là, il a négocié la maison, mais t'es arrivé là, au milieu de nulle part. Pas de terrain. Le terrain, tu voyais les cochonneries dépasser de la boue. Le terrain, c'était... ça fait que ça a été le gros bond social pour mes parents d'avoir gagné ce 2000 $-là à l'Auto-Québec, puis ça a changé leur vie. Ça gramouille, ça a changé la mienne, en tout cas. T'avais des frères, des sœurs? J'ai 3 frères, plus vieux. 3 frères, 4 gars dans une famille. Puis t'es le plus jeune, le plus vieux? Je suis le plus jeune. Plus jeune. Plus jeune. Daniel, Alain, René. Puis 4 ans et demi, il y a eu un accident, puis je suis arrivé. Je sais que je suis un accident. Ben, écoute, le dernier, normalement, c'est ça où on trouve un euphémisme. Ah, ma mère dit, on voulait une fille. Ben, regarde, t'es mal barré. D'où les culottes. D'où la culotte. Ah, oui. C'est comme un rapport avec ma mère. Ben, pas sexuel, juste garder son espoir encore en vie. Mais arrête avec les culottes, les gens vont croire ça. Mais bref, c'est ça. J'étais le plus jeune je suis encore le plus jeune de 4. Mais je pose la question parce que celui qui s'intéresse au travail de Benoît Dutrisac remarque assez vite que tu as comme une sensibilité très, très terrienne. Puis je m'explique parce que c'est pas clair. Ce qui te préoccupe, évidemment, il y a les grands enjeux, on va dire l'immigration, l'économie, la politique, mais c'est très aussi le déneigement, les coins de rue, les parcs. Comment tu es vraiment dans l'administration, dans les petites choses, puis finalement, ça marche parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Ils ne veulent pas juste entendre parler de gros sujets. C'est pour ça que je veux comprendre d'où tu viens, parce que souvent, les gens qui ont grandi dans la pauvreté, c'est des gens qui savent ça veut dire quoi quand le prix des œufs passe de 4 à 5 piastres. Oui. Puis, tu sais, quand tu portais les vêtements de tes frères, moi, Rémi, à un moment donné, quand j'étais au primaire, j'animais les spectacles au primaire, à l'école Ville-Marie Antique. Et puis, je me souviens d'une fois où, le matin, j'allais, tu sais, on avait répété, puis là, toute l'école était là, puis c'est moi qui animais. Puis, j'avais un pantalon qui était... recousu, patché, avec une espèce de veston trop court.
Puis, tu sais, je m'en rendais compte, là. Puis j'avais rien d'autre à me mettre. Fait que ça m'a comme... ça m'a marqué, tu sais. Fait que je sais c'est quoi être cassé, tu sais. Je sais c'est quoi. Tu sais, on n'était pas dans la misère, mais on n'était pas dans le gros luxe non plus. Tu sais, ma mère, on est ici sur Chabanel. Ma mère a travaillé ici, faire de la couture. Ma mère a fait des ménages chez les riches. Et quand vous faites en passant, quand vous faites des parties, là, ou quand les parents s'en vont en vacances, là, puis les jeunes font des parties, là, puis ils font des parties la veille où la femme de ménage passe, là, c'est des femmes comme ma mère, là, qui vont ramasser vos merdes, puis vos cochonneries. Fait que ramassez-vous, hostie, parce que moi, je vais aller vous ramasser. Tu sais, c'est ça la réalité. C'est ça, c'est ton quartier, c'est ta rue, c'est ton voisin, c'est aussi l'économie, c'est aussi l'immigration, c'est le quartier, c'est la province, c'est le pays. C'est sucré-salé, il y a de tout là-dedans, tu sais. Puis moi, moi, je comprends pas qu'on s'intéresse pas à tout ça, parce que tout ça fait partie de la vie. Ben c'est ça, mais c'est comme si tu disais, tu sais, tout commence avec les toutes petites choses, puis la frustration, par exemple, des gens qui grandissent dans la pauvreté n'est pas juste dans les grandes politiques de politique étrangère, elle est dans les toutes petites affaires de la vie que tu nommes, que tu analyses. Ouais. C'est pour ça que tu es dur aussi quand tu reçois du monde. Tu sais, on dit il est dur du Je suis pas Trisac. dur. Je suis pas Non, dur. non, mais écoute, c'est quand même la réputation que tu as. Ben, je trouve ça dommage parce que, tu sais, c'est arrivé. Mais moi, je suis dur à des gens qui doivent rendre des comptes. Voilà, mais c'est là où je m'en allais. Mais je suis pas dur avec, tu sais, des chanteuses ou des... Tu sais, je veux dire, j'ai fait plein d'entrevues, tu sais, avec des acteurs. Ils votent pas mes lois, tu sais, ils gèrent pas mes impôts. Tu sais, j'ai pas à me prononcer là-dessus. À un moment donné, il faut que tu tiennes les gens responsables. Et je trouve que c'est ce qui manque, tu sais. Comment ça se fait que c'est arrivé? Puis tu remarqueras, les politiciens, maintenant, plus que jamais auparavant, viennent pas en entrevue. Envoie un porte-parole. Tu sais, on parle du REM ces temps-ci, là, Arbault, là, il va pas en entrevue. Calvaire, c'est lui qui gère les milliards. C'est lui qui a pris des décisions. C'est lui qui a fait faire les trains en Inde. C'est lui qui sait pas qu'au Québec, on a un hiver. Espèce de tarte. Mais comment c'est possible, ça? Parce que, tu sais, ils ont décidé à un moment donné qu'ils s'essayaient à ne plus venir. Ça a relativement bien passé. Il y a une couple de gars comme toi ou de filles qui ont dit « Hey, ça n'a pas d'allure », mais il y a une nouvelle habitude qui s'est comme instaurée. Ils vont dans des émissions où c'est plus malléable, c'est plus tranquille. Mais moi, je suis pas un psychopathe, tu sais. À un moment donné, tu sais, il y en a qui débarquent finalement, tu sais. Puis là, ils sortent du studio, puis ils disent... C'est pas, tu sais... Je fais affaire à des gens intelligents. Tu leur poses des questions intelligentes. Je les insulte pas. Je les frappe pas, rien. Tu sais. Fait que c'est vraiment une réputation que je mérite pas. Ouais, mais attention, ça me fait de la peine, en fait. On va revenir là-dessus parce que... Attends, ma culotte est prise. Tu as commencé à faire de la radio dans les années 2000. 20. Hein? Oui, 2000. Oui, c'est ça, les années 20. Ouais. Les débuts des années 2000, puis c'était pas pareil. T'sais, moi, je viens de m'intéresser beaucoup à Gilles Proulx. On a écrit un livre, puis c'était pas du tout la même affaire. T'sais, comme dans le temps, les politiciens y allaient à la radio, ils se faisaient brasser, puis ils y retournaient. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de ne plus y aller ou d'aller voir juste ceux qui vont leur poser des belles questions. Ils demandent même des plans d'entrevue. Ouais. J'ai déjà entendu parler de ça. Ouais. Qu'est-ce que vous allez me poser comme question? Pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires. On vous reçoit justement pour pas vous coincer, mais qu'on puisse avoir le vrai. T'sais. Mais on n'est pas au service de personne. T'sais. Moi, je me sens au service. Moi, je dois rien à personne. Il y a des gens dans la vie là, qui ont été importants, là, qui m'ont aidé à passer. Je sais pas, c'est arrivé, Michel Poulette, le réalisateur, m'a amené aux Francs-Tireurs, puis a fait que les Francs-Tireurs ont existé. Lui, il est dans son monde, là, mais à un moment donné, il dit « Ah oui, il te présente », puis là, finalement, 2 ans plus tard, les Francs-Tireurs se font. Mario Cecchini, moi, je sortais de TQS, j'en pouvais plus de TQS. La gestion de Cogeco, puis les sphincters serrés, puis il faut faire les choses proprement. Puis moi, mes codes d'écoute là, explosaient à TQS. C'était fou, là. Puis TVA n'aimait pas ça en passant. Là, il était sur mon cas. Puis là, tout à coup, je croise Mario Cecchini, puis Yves Bombardier, puis je retourne, parce que j'étais déjà allé au début, j'avais quitté, je retourne à 98.5. Ça, c'est des... Mais quand je suis arrivé, par exemple,
j'ai fait la job. Quand je suis arrivé, je me suis cassé le cul pour livrer. Puis de choisir, tu fais rien tout seul, là, ça te prend des équipes. Puis là, tu tombes sur des... Il y en a que tu essaies, ils sont fâchés contre toi, ils te traitent parce que tu es un pas fin, parce que tu dis, ça fait pas l'affaire, puis là, tu le remplaces, là, il t'haït pour le restant de tes jours, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je vise, c'est d'avoir la meilleure émission possible, puis que les gens soient au rendez-vous, puis qu'on entende, puis qu'on apprenne des affaires. C'était quoi parce que, tu sais, moi, je m'en doute un petit peu, mais je veux l'entendre de toi, là. Tu peux le droit de répondre à autre chose, mais c'était quoi la grosse différence avec aujourd'hui dans la radio? Tu sais, entre, mettons, le début de ta carrière à la radio des années 20, puis aujourd'hui, mettons. Bien, quand j'ai commencé, c'est Geneviève Saint-Germain qui m'a appelé. Puis Michel Vincent s'est cassé, je cherchais quelqu'un avec Geneviève Saint-Germain pour remplacer Isabelle Maréchal pour l'été. Moi, dans la vie, j'étais un auteur, puis j'écrivais, puis t'écris des affaires, puis tu t'investis, puis ça se fait pas, puis... là, tout à coup, Geneviève m'appelle, puis on fait l'émission « Elle et lui » à 9h30 le matin, après Paul Arcand. Ça marche, tu sais, ça marche. Mais ça a marché, j'ai fait 1 an, là, puis après, j'ai dit c'est assez, pour toutes sortes de raisons. Puis ça s'est enchaîné par la suite, tu sais. On n'avait pas beaucoup d'invités à ce moment-là. T'sais, on en avait, mais c'était plus des rapports hommes-femmes, des phénomènes sociaux. Puis je faisais les entrevues, je les faisais au Franc-Tireur. Je ne voulais pas doubler la mise. Mais au Franc-Tireur, à un moment donné, tu deviens, comme je l'étais au 98.5 le midi, puis comme on le redevient au 99.5, à un moment donné, tu ne deviens pas incontournable, mais tu dis, il y a du monde qui écoute, là. Puis si tu veux pas qu'on dise de toi, il vient pas en entrevue parce qu'il est chicken shit, ou il veut pas, ou il y a quelque chose à se reprocher, ou il y a quelque chose à cacher. Tu sais, moi, c'est pas un procès, c'est une entrevue. J'ai aucune autorité sur personne. Puis là, tout à coup, ils viennent. Puis tout à coup, tu abordes des sujets, tu règles rien, on règle rien. Puis c'est ce qui est... Je suis sûr que Gilles t'a dit la même affaire, c'est ce qui use. C'est de voir 20 ans plus tard des problèmes qui existaient et qui sont toujours pas réglés. Ça, je trouve ça très taxant. Tu sais, des fois, je me prends en tête, je me dis, il me semble que, le déneigement, il me semble que c'était réglé, ça. Il me semble, l'état du monde, il me semble les valeurs hommes-femmes, l'égalité entre les petits gars et les petites filles, c'était réglé, ça. Là, on recule on recule dans le temps. Il me semble que... la liberté sexuelle des femmes, c'était réglé, ça. Ben non. Fait que ça, je trouve ça tough. C'est parce que je t'avais déjà entendu, écoute, là, chez Alain Gravel, on est en 2017, tu fais la promo d'un livre jeunesse, t'es plus à la radio. T'es au Franc-Tireur, t'es retourné. 2017, j'ai été viré. Ouais, fait que ça faisait quelques mois que t'étais viré, parce que là, à ce moment-là, tu faisais une promo, belle écharpe, t'es chez Alain Gravel. J'ai un mal à la gorge. Puis là, il te dit, tu sais, c'est une entrevue un peu plate parce que toi, tu t'en viens faire la promo d'un livre. Tu vois où je m'en vais, là, mais... Et il fait juste te poser des questions sur le controversé Benoît Dutrisac, des affaires dans lesquelles tu as été pris. Puis, à un moment donné, tu dis, tu sais, ça fait quand même du bien de ne pas animer pour 6 mois d'affilée parce que c'est difficile d'avoir des opinions tous les jours, puis de rentrer dedans. Tu sais, toi, tu as un style. Tu sais, on peut dire que tu es dur ou pas dur, tu as un style. Puis ton style, il est exigeant au niveau de l'énergie que ça nécessite. Fait que ça aussi, tu dis, c'est taxant de voir les mêmes problèmes revenir, mais Colin, quand ça fait 5 ans que tu fais de la radio collée parce que tu n'as pas été encore foutu dehors, ça doit être un défi aussi, de faire ce show-là tous les jours. Là. 9 ans. Mais c'est pas un style, puis je reviens à ce que je te disais tantôt, c'est pas un style. C'est ma mère qui faisait de la couture ici. C'est mon père qui travaillait 6 jours par semaine pour vendre du bois. Puis il travaillait chez Louis Lefebvre Limité. Puis Louis Lefebvre, là, il l'a exploité, mon père. À preuve, quand il est parti, puis il a vu qu'un de mes frères faisait le même salaire que lui à la sortie du cégep, il a dit c'est assez. Lui, il faisait vivre une compagnie au complet. Puis quand il est parti, ils ont fermé. Parce que le bonhomme, il emmenait large. C'était un bon vendeur, c'était un bon acheteur de matériaux de construction. À peine bilingue, à peine. Puis il réussissait. C'est pas un style.
c'est d'où je viens. C'est les valeurs que j'ai. C'est de voir mes parents se casser le cul pour arriver, se chicaner parce qu'il n'y a pas d'argent. Se chicaner parce que ma mère décide d'acheter une paire de souliers de course un peu trop chers, puis mon père, lui, qui... C'est ça, c'est pas un style. Je pense aux gens. Moi, ça va bien, mes affaires, mais il y a des affaires qu'il ne faut pas t'oublier dans la vie. Moi, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, là, j'étais assis dans le vestibule, puis j'attendais qu'on m'appelle, puis je voulais un rendez-vous avec un producteur pour vendre un film ou une série ou un livre, tu sais. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Puis d'où on vient, c'est ça. Ça t'amène un peu d'humilité. Ben d'ailleurs, c'est la qualité que tu préfères chez toi. Je t'ai déjà lu dire ça. Tu as dit que la qualité que tu préférais chez toi, c'était l'humilité. Mais alors, si c'est pas un style... C'était en blague. Ouais. En disant que j'étais... Non, c'était une blague. OK, parce que je voulais dire que j'étais merveilleux, j'étais extraordinaire. Mais t'es humble, Benoît. T'es humble. C'est sûr que t'es humble. Mais c'est pas un jeu, tu sais. Il n'y a rien... Il y a pas de jeu. Quand je déconne, je déconne. Mais, tu sais, l'humilité, c'est de te rappeler d'où tu viens. Puis de ne pas te prendre pour un autre parce que tu as un titre quelconque. D'ailleurs, on le voit, le titre, tu peux le perdre vite. Ben ouais. Mais tu sais, si c'est pas un style, regarde, je vais insister là-dessus. Là, c'est pas un style, tu te forces pas, tu joues pas à quelqu'un d'autre, t'es pas un personnage. Fine. C'est épuisant, par contre. Parce que ta mère et ton père, ça les épuisait de vivre ces vies-là. Ouais. Puis toi, tu as décidé, même si t'as peut-être progressé t'as progressé dans la hiérarchie sociale, mais t'as encore ça qui te bouille à l'intérieur de toi, ce feu-là de l'injustice, mais c'est dur à porter. Puis tu vois, la hiérarchie sociale, moi, il y a des affaires que j'ai jamais fait, que je ferai pas, que je veux pas faire. Il y a des endroits où je veux pas aller. Il y a des mains que je veux pas serrer. Il y a des gens que je veux pas rencontrer, parce que ça va aller mal. Puis je peux te les nommer, puis je le sais, tu sais. Mm-hmm. Puis ces gens-là le savent aussi. Puis je m'assume là-dedans. Fait que t'es pas devenu quelqu'un d'autre. Ben, puis, regarde, moi, j'accorde peu d'entrevues. Tu sais, puis me voir, m'entendre, je suis tanné, ça m'intéresse pas. Mais quand je viens pas pour rien. Puis Rémi, je vais te dire, mon ami, j'étais avec Mme Dutrisac, on regarde un TED. Tu sais, une conférence TED. Puis elle me dit, tu comprends que c'est de lui qui parle. C'est de toi qui parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis le gars, il parlait des introvertis qui faisaient des jobs d'extrovertis. Moi, là, j'écrivais des livres chez nous, dans mon sous-sol, tu sais. J'écrivais des affaires. Tu sais, j'étais un freak. Et là, tout à coup, je me ramasse au franc-tireur. Je me ramasse... Tu sais, Christiane Charette m'a beaucoup aidé quand j'écrivais des livres. Elle me recevait à son émission de télé, son émission de radio. Vraiment, elle, je lui en dois une vraie, tu sais, parce que c'était le fun en plus, puis elle avait lu les livres. Pas comme certains qui font semblant. Elle avait lu les livres, elle posait des questions, puis c'était vraiment, tu sais, Mais il y a des endroits où je ne voudrais pas aller. Il y a des gens que je ne veux pas rencontrer. Tu sais, fait que je préfère rester chez nous, puis pas faire de trouble. Puis, tu sais, tu veux pas aller dans une soirée et faire du trouble. Moi, je trouve ça débile. Tu sais, tu reste chez vous. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, regarde, je pense que tu es peut-être le seul animateur de radio au régulier qui n'a pas de Facebook, pas de Twitter. Je sais que tu en avais un avant, mais pas d'Instagram. Tu sais, je disais, toi, quand tu finis ta journée, tu t'en vas chez vous, puis tu ouvres tes journaux, tu fais ce que tu as à faire, puis le lendemain, tu retournes à la station. Gagné. C'est la leçon du jour. Là. Moi, Twitter, j'étais là-dessus, j'ai failli souvent. Tu sais, je me suis mis dans l'embarras. T'étais élevé là-dessus. Là. J'étais élevé parce qu'il y a des affaires où je lis ça, puis je dis, t'es un imbécile. Puis va finir ta 3e année, puis va comprendre le sens du monde. Je te dis pas que j'ai tout compris, mais je suis rendu à un âge où je les ai vus passer. Exemple, récent. C'est rare, je fais des éditoriaux à la radio. À la télé, c'est très rare. Je m'aime pas assez pour... J'en ai fait un récemment sur l'aspect indigne de tous ceux qui ont manifesté pro-Hamas, anti-israélien, pro-Palestine, appelez comme tu veux, là, mais qui n'ont pas dit un mot, pas un asti de mot, sur les 2 garçons bibasses, là. Le poupon de 9 mois, le garçon de 4 ans. Oui, il y a eu des morts du côté palestinien, puis, tu sais, je suis le premier à dire, il faut que ça arrête, là.
Mais le spectacle du Hamas, ces crapules-là, qui font un spectacle, là, des otages qui libèrent, ils viennent d'en obliger un, de les embrasser sur la tête avant de le libérer. Tu sais, ils ont étranglé ces bébés-là, ce bébé de 9 mois, rien fait à personne. Garçon de 4 ans, qui se promenait avec sa cape de Batman, ils les ont étranglés avec leurs mains. Puis là, j'en vois pas un hostie se lever et dire c'est indigne. C'est indigne. On appuyait la cause palestinienne, mais là, ça suffit. Tous les catins des téléromans, des donneurs de leçons, les syndicats, quelques personnes à l'Assemblée nationale, je ne les nomme pas, parce que si j'en nomme un, il faudrait que je les nomme tous, qui m'écœurent, qui n'ont pas la dignité de se lever et de dire ça, c'est inacceptable. Là, il y a des hosties de limite. Moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis père de famille. Là, je ne peux pas faire semblant que ça ne me touche pas. Ça me touche. Tu sais. Puis de voir la lâcheté de tous les matamors qui se promenaient à tout casser puis à tout scander, toutes sortes de slogans, tu sais, islamistes à la limite. Et quand il y a ça, le Hamas sont masqués. Puis ils disent rien. Non, c'est horrible. Mais ils vont retourner dans les salles de maquillage, TVA, Radio-Canada, toute la gang, là. Les bien-pensants, là. Puis ils vont aller se faire maquiller, puis coiffer, puis eux autres, ça les... Hey! Mais c'est dur, ça, j'ai l'impression de t'avoir déjà posé la question, mais je vais te la reposer pareil. C'est dur d'amener ça à la maison, là. Tu sais, ton travail, c'est sans style et sans effort et sans même de texte appris d'avance. T'es pas un personnage. Ton travail, c'est quand même de t'indigner, puis de nommer des choses, puis de recevoir des gens, puis de leur poser les questions que monsieur, madame, tout le monde veut entendre. Quand tu rentres à la maison... Mon travail, Rémi, là, sincèrement, là, ouais. C'est d'espérer faire une différence pour que le monde soit meilleur. Honnêtement. Ben, c'est lourd à porter. C'est prétentieux. C'est prétentieux et c'est lourd. Mais je me dis, à quoi ça sert d'être dans les médias? À part l'autopromotion. À part de voici mon épouse, voici mes enfants, voici mon chien, voici ma maison, voici ma nouvelle voiture. Ah, j'ai eu un problème. Ah, j'ai été victime dans ma vie, puis aller pleurnicher sur un plateau de tournage. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je trouve qu'on gaspille l'utilité des médias. Et si les jeunes se sont tournés vers les réseaux sociaux, c'est peut-être parce que ils sont écœurés de voir les mêmes vedettes, invités par les mêmes vedettes, qui s'adressent aux mêmes vedettes, avec le même message de vedette. Puis mon Dieu que c'est donc difficile pour elle. Puis mon Dieu qui a payé pour lui. Puis sincèrement, vous pensez que votre vie, votre malheur est plus important que celui des gens qui vous regardent? Moi, je pense pas. Fait que c'est pour ça que je ferme ma gueule sur ma vie privée, sur ma calvitie, sur... Who cares? Tu sais, ben oui. Who cares? Moi, j'ai des enfants qui sont pas parfaits. Puis je les donne pas en exemple. Puis je les amène pas nulle part. Puis je les amène pas en photo, se faire photographier, puis dire... C'est pas ça, le job. Pas ça, pour moi, c'est pas ça, le job. Mais t'es quand même, je veux dire, t'es inédit, là. C'est-à-dire que, pour vrai... J'en connais pas d'autres là, qui jouent pas un peu la game. T'sais. Il y en a qui la jouent beaucoup, il y en a qui la jouent peu. Toi, tu la joues pas pantoute. Zéro. T'sais, toi, t'es falardeau là, avec un micro. Puis c'est ça que t'es, là. Regarde, je veux dire, regarde. Habillé, le jeans avec des trous dedans un petit peu. Ouais, la ça, chemise. c'est pas de mon âge. Non, ça, non, mais je suis parti ce matin, je me dis... mais je suis tellement bien dans ces jeans-là que c'est quoi? Non, mais il y a quelque chose, Benoît, tu sais, quand tu t'assois à ta table, moi, à un moment donné, j'étais venu juste te voir travailler. Parce que pour moi, il y avait quelque chose dans la gestuelle, dans juste le fait de t'asseoir. J'en connais pas beaucoup qui sont aussi à l'aise que ça. Parce que la caméra, tu la vois même pas. Le micro, hein, il est là. Mais tu sais, t'es le même gars derrière le micro que à ta table. Mais ça, cette espèce de côté-là, vrai, là, c'est en perdition. Je te poserai la question inverse. Comment peux-tu faire ça en étant faux? Ben, je veux dire, je sais, il n'y a pas de réponse à ça, mais à peu près tout le monde fait ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est que finalement, la personne qui est authentique, c'est elle qui doit se justifier. C'est elle qui doit m'expliquer à moi, là, aujourd'hui,
pourquoi être de même puis comment se permettre de l'être. C'est le monde à l'envers. Non, c'est bon, ça. C'est bon ce que tu dis, Rémi, parce que se justifier, moi, j'avais décidé de ne pas me justifier quand moi, je me suis fait virer. Et que moi, j'étais interrogé. Et là, Guillaume Lepage voulait que j'aille à son émission, puis une de mes recherchistes me dit, c'est parce que là, il cherche si t'as abusé de quelqu'un, si t'as violé quelqu'un, si t'as frappé quelqu'un. Non, j'ai été enquêté partout, là. Attends, partout, avant d'aller à Tout le monde en parle? Je suis pas allé à Tout le monde en Non, parle. je sais, mais c'est par qui que tu te fais Eux enquêter? autres, les recherchistes qui appelaient. Ouais, mais Benoît, t'as-tu pogné le cul? T'as-tu frappé quelqu'un? T'as-tu engueulé? Wow. Ouais. On est en quelle année, là? C'est 2017. 2017. 2017. Puis là, j'ai Éric Salvaille avant qu'on... tu sais, il y avait des rumeurs. Éric Salvaille, je l'avais interviewé l'année auparavant au Franc-Tireur. Puis je me souviens qu'en meeting, un des réalisateurs avait dit, c'est parce qu'il pogne le cul, tu sais... Je dis, on a-tu des noms? On a-tu des preuves? Moi, je peux pas aller en entrevue puis dire, « Hey, Éric, pareil que tu pognes le cul du monde. » Ah oui? Et si c'est pas vrai, Rémi? Ben, c'est moi, vrai. par ma question, j'entache sa réputation. Fait que j'ai pas posé la question. C'est sorti après. Mais moi, je suis en paix avec moi-même. Parce que c'est pas vrai que tu vas commencer à insinuer des affaires alors que personne ne l'a vérifié. Ben oui. Faut faire... Tu sais, la réputation, c'est ton nom, ça. Puis t'en as pas deux, là. Fait que tu fais attention à ça. Trouves-tu que le monde a changé vers plus de pudeur, trop de pudeur, un petit peu trop des mœurs un petit peu trop pesantes? Puis, tu sais, je fais un lien avec la pratique même du métier. Tu sais, comme je reviens à Gilles Proulx, qui a travaillé à la même station que toi pendant les mêmes années que toi. Puis, tu sais, il y avait des mots qu'on disait en ondes, puis tout le monde comprenait que ça voulait pas dire des choses forcément graves, même si le mot était peut-être un petit peu vulgaire, vu d'aujourd'hui. Ça, c'est-tu mieux? Est-ce que en s'approchant de l'égalité, de la diversité, de toutes ces choses-là, est-ce que c'est mieux dans l'ensemble? Sais-tu quoi? C'est parce... Moi, ce qui m'en fout, c'est tous ceux et celles qui veulent réécrire l'histoire. Il y a une histoire qui existe. Il y a eu des bons coups, puis il y a eu des mauvais coups. Puis j'ai comme le sentiment, moi, qu'il y a du bon monde partout, puis il y a des crapules partout. Quelle que soit la couleur, la religion, les origines, il y a des crosseurs partout. Puis il y a des gens qui sont bien intentionnés partout. Puis j'essaie de m'accrocher à ça. Fait qu'il y a une époque, Gilles Proulx, moi, c'est moi qui l'ai remplacé là, à la radio. Oui, au Journal du Midi. Ouais. Puis Gilles, ça marchait, ces affaires. Mais moi, le premier jour, j'ai remplacé Gilles Proulx. Tu sais, Gilles, il disait le rock'n'roll. Il n'aimait pas ça, Gilles, le rock'n'roll. J'ai déjà dit d'ailleurs. Ce que je te dis là, je lui ai dit à lui. Ben moi, le premier jour, à 1h05, en revenant des nouvelles, j'ai dit, bon, ben là, vous voyez que c'est moi, là, qui arrive. Il faut être plein de merde à moitié, là. Fait que je sais que Gilles Proulx aimait pas ça, le rock'n'roll. Moi, j'aime ça. Fait qu'on va prendre 4 minutes de votre temps, puis on va écouter rock'n'roll de Led Zeppelin. Et Larry Dufresne part la toune. Pas n'importe quel groupe, là, en plus. Non. Puis ça déménage. Puis là, je reviens, je dis, ça va être ça, l'émission. Gilles, il a fait à sa façon, à son époque, puis c'était correct, là. Moi, ma mère écoutait Gilles Proulx pour s'instruire. Écoutait René Lévesque pour s'instruire. Elle avait une 3e année, là. Mais moi, j'arrive, puis je fais ça autrement. Bien, on s'est ramassé avec 30, 33 parts de marché. Parce que moi, je disais toujours, les personnes âgées qui m'écoutent, là, c'est encore des citoyens. C'est encore impliqué dans la société. Puis les parents qui nous écoutent, puis les travailleurs autonomes qui nous écoutent, puis les mères au foyer qui nous écoutent, puis les pères au foyer qui nous écoutent, c'est tout du monde, là, qui vote, puis qui achète, puis qui vivent, puis qui envoie les enfants à l'école du coin, puis où les parents sont au CHSLD, puis n'ont pas de service. Puis moi, dans ma tête, là, je m'adressais à personne en particulier. Puis à un moment donné, tu abordes une question qui touche les personnes plus âgées, les plus jeunes. Puis ça, c'est l'avantage d'avoir 4 enfants qui m'ont empêché de vieillir avant mon temps. Mais c'est aussi l'avantage, puis là, tu me dis si je me trompe, mais de venir d'où tu viens. Aussi.
sais, je veux dire, si tu es le fils d'un multimilitaire, tu es le fils de Gilles Villeneuve, tu t'appelles Jacques Villeneuve, tu pourras jamais faire de la radio, puis parler avec du monde de ce que c'est que de vivre. Puis tu sais, il va être capable de te parler des problèmes de riches, mais C'est ça. c'est pas eux autres qui écoutent la radio. Là. Ben non. Tu sais, c'est... Puis vraiment, Rémi, là, tu le sais, là, t'en fais, là. La radio, là, tu peux pas mentir. Tu vas te faire déculotter, là, ça va prendre 30 secondes. Moi, là, ça a été une des révélations. Là. Tu peux pas trafiquer, tu peux rien dire à la radio. Les gens vont te pogner, les gens l'entendent. T'sais, là, on est à télé, on est sur le web, on est dans l'espace. T'sais, on est partout. T'sais, la radio, la voix, dans ton char, ça ne trompe pas. Puis je le sais, moi, je vois les collaborateurs que j'ai eus au cours des années. Puis je le sais, ceux qui marchent encore aujourd'hui, parce que c'est des vrais. Puis ceux qui sont disparus, ceux ou celles qui sont disparus, parce que c'était une gimmick. Il y a c'est quoi, mettons, qui traverse les préoccupations de monsieur, madame, tout le monde? S'il y a une affaire à laquelle il faut absolument que tu offres un écho dans ton travail parce que c'est ça qui réunit tout le monde. C'est-tu l'injustice? C'est-tu l'incohérence des politiques publiques? C'est quoi, mettons, qu'à chaque fois que tu t'assois pour commencer ton show à 11h, tu te dis ça aujourd'hui, il faut que j'en parle de ça. Il faut être capable de donner de l'air à cette affaire-là. On commence plus tôt que ça. Je travaille avec Cybèle Olivier, là, j'ai une recherchiste. Pour mettre en onde à 11h, c'est ça que je veux dire. Oui, j'arrive en onde à 11h jusqu'à 2. Puis, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être lourd tout le temps. Donc, tu disais, là, on va être un peu kinky, on va parler du club L. Puis le lendemain, on va parler du Hamas. Puis le lendemain, il faut que tu varies. Sinon, tu vires fou. Sinon, tu martèles toujours les mêmes sujets. Puis tu t'épuises. Fait que, je pense qu'une des raisons pourquoi mes affaires vont bien, c'est qu'il y a une variété de sujets puis de gens à qui je m'adresse à travers tout ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est leur famille, c'est leurs enfants, c'est leurs parents, c'est leur environnement. C'est pas parce qu'ils sont égocentriques, là, mais c'est leur école, c'est leur job. Fait qu'il faut toucher à tout. Faut que tu touches à tout. Parce que la vie de chacun est différente. Il y en a un pour qui c'est, par exemple, je sais pas, mon père est à l'hôpital en ce moment, fait que j'aimerais ça que quelqu'un en parle à la radio. Pas de mon père, mais de l'état des hôpitaux. Mais c'est aussi l'Ukraine. Ben oui. C'est aussi le monde. Moi, j'ai toujours eu une chronique de politique internationale, même quand tout le monde disait « Ouais, mais ça marche pas. » Bougaingo, quand il la faisait, il était extraordinaire. Extraordinaire. Il s'est enfargé quand il a commencé à raconter des histoires. Tu as travaillé avec, toi? Ben, je l'ai eu comme chroniqueur. Quand Isabelle Haché a écrit sur lui, il était à mon émission. Et je n'étais pas de bonne humeur. Ouh, Rémi, tu sais, quand je suis pas de bonne humeur, là, j'ai fini par lui parler le dimanche soir. Puis il voulait pas me voir, là. Il était au téléphone. Tu viens de dire que l'important, c'est qu'en fait, tu peux pas mentir à la radio, tu vas te faire pogner tout de suite. Lui, il s'est pas fait pogner pendant des années. Mais il connaissait la politique internationale sous le bout de ses doigts. Il était extraordinaire. Jean-François Dumas, qui fait Influence Communication, m'avait dit le temps où Bougaingo était dans les médias au Québec, là, l'intérêt pour la politique internationale avait explosé. Parce qu'il savait parler de ce qui se passait. Puis Par ailleurs, je reviens là-dessus parce que c'est important. Ben oui. Isabelle Haché, là, je l'avais reçue quand elle l'avait déculotté. Puis là, c'était comme le sport national, pogner quelqu'un puis le déshabiller. Je dis, mon seul problème avec ça, moi, c'est qu'elle avait appelé en Libye, dans une prison. Est-ce que François Bougaingo s'est présenté? Puis moi, je me dis, entre les deux, là, tu fais confiance à un geôlier tortionnaire de la Libye, d'une dictature, pour savoir, y a-t-il un gars du Québec qui est allé chez vous à un moment donné? Puis lui, il dit non. Puis tu le crois sur parole. Tu vérifies pas ses livres. Tu vérifies rien. Fait que je sais que mais il n'y avait pas juste cet exemple-là, me semble. Non, mais celui-là est important, par exemple. Ouais. Parce qu'il s'est appuyé là-dessus dans son... Mais François a raconté des histoires
à niveau personnel, niveau professionnel, et c'est là où c'est inacceptable, c'est impardonnable. Puis il l'a su. Ah, c'est qu'il l'a su. Il l'a su. Oui, ça a dû te faire vraiment beaucoup de mal parce que moi, on m'a dit que tu travailles avec les mêmes personnes depuis des années. Pas vraiment. Non. Mais non, mais je veux dire, tu n'as pas la même équipe qu'il y a 20 ans. Mais moi, je suis loyal, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, Antoine Robitaille, là, si tu veux parler de politique au Québec, c'est le gars. À l'époque, j'avais Alec Castonguay. Aujourd'hui, il anime à Radio-Canada le midi. Il était bon, Alec. Il était drôle. Là, il est plus drôle parce que c'était à Radio-Canada. Mais à l'époque, il imitait Lucien Bouchard. Puis Antoine Robitaille imitait Jean Charest. C'était quelque chose. C'était un moment de radio. Tout le monde nous le disait. Moi, je me faisais arrêter sur la rue. Tu sais, Jean-Charles, c'est une bébête. C'est une bête. Il est unique. Dans le monde des sports, là, il n'y en a pas un pareil comme lui. Loïc Tassé, il a maintenu. Fait que moi, Alain Pronkin, aujourd'hui, là, c'est moi qui l'ai sorti. Il m'avait écrit, il disait, moi, la région, je dis, parfait, viens, je l'ai essayé, on l'a fait, on l'a enregistré. Puis là, tout à coup, on se dit, hey, il est bon, ce gars-là. On l'a ajusté. Puis aujourd'hui, il est partout. Christian Page, c'est pareil. Tu sais, à un moment donné, mais moi, tu as ces gens-là, mais aujourd'hui, j'ai Maxime Delan, j'ai d'autres collaborateurs qui se sont révélés. Maxime Delan, que je trouve vraiment très bon pour parler des affaires judiciaires, il était avec moi au début de Cube. Puis j'ai dit, ça ne marchera pas. Puis j'ai dit, prends, parce qu'il était plate. Même lui, il va te le dire. Il était plate, il lisait. Aujourd'hui, là, il a compris. Ah oui, c'est un show, là, cette chronique-là. Là. Ah, mais il raconte. Il raconte avec émotion parce que tu ne peux pas être insensible. Il a 3 enfants. Puis quand tu vois tout ce qui se passe, et lui, il est là-dedans. Écoute, c'est le gars le plus de bonne humeur que je connais sur la planète. Je confirme. Mais il est avec l'horreur à tous les jours. Ça prend un méchant caractère là, pour réussir ça. Fait que moi, je suis loyal jusqu'à temps. Mais le jour où tu me fous, là, le jour où tu me fais là, des mains, là. C'est-tu le plus gros coup, bon, j'allais dire un coup de cochon, mais c'est pas la bonne expression, mais tu sais, quand c'est arrivé, l'affaire Bougingo, d'ailleurs, c'est un gars dont on n'a vraiment jamais entendu parler par la suite. Là. Il est vraiment parti, puis... je sais où il est. Là, mais... Ouais, non, mais en tout cas, tu sais, c'est pas comme d'autres qui se sont recyclés à la vue de tous, puis on sait tout ce qu'ils font aujourd'hui, tu sais. Mais quand ça t'est arrivé, ça, puis que t'as appris, puis que tu t'es sans doute même jugé toi-même pour te dire... Mon nom était associé à lui. Ben, c'est évident, tu sais. Dans les articles, là, dans 26 pays, mon nom venait avec le sien. Ben oui. Et ça, c'est la première affaire que j'ai dit. J'ai dit, mon sacrement. Moi, là, j'ai jamais accepté un lunch gratuit. Moi, là, je me suis battu jamais. On a dû m'offrir 5 verres de vin dans toute ma vie dans un restaurant parce que je disais, merci, vous êtes gentil, j'ai les moyens de me le payer. Regardez le couple qui est là. Je suis sûr qu'eux autres, là, ils ont dû économiser pour venir au restaurant. Arrêtez d'en donner à ceux qui en ont déjà. Mm-hmm. Donnez-en à ceux qui en ont besoin. C'est vrai, il ne faut pas faire un cadeau de fête à Benoît. Ça, j'ai entendu cette rumeur-là. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ouais. Ça me fait plaisir, mais j'aime pas ça. Fait que donnez-le à quelqu'un qui en a besoin. Fait que j'ai dit à Bougingo, moi, j'accepte rien. Je me suis jamais fait acheter. Ma mère m'aurait battu au sang si elle avait appris que je me faisais acheter. Hey, c'était de droite, cette femme-là. Là. Ah, fait que ça a été une règle dans ma vie, tout le temps, à vie, tout le temps. C'est-tu arrivé d'autres fois, tu sais, que tu travaillais avec des gens dont la réputation a été complètement entachée pour les bonnes ou les mauvaises raisons, là? Parce que, tu sais, je semble quand même... Non, mais c'est parce que je veux juste spécifier que quand tu me parles de Bougingo, on comprend que tu as quand même un petit peu d'amertume dans la façon que ça a été traité. Non, j'ai de la peine. Non, tu as de la peine, mais j'ai de la peine. Puis penses... ma peine me sort en colère. Je suis comme bien des hommes. Fait qu'il faut que je gère ça. Mais je suis vraiment en colère, tu sais. Puis je connais regarde, on peut passer là, 2 heures. Là. Je connais des histoires des gens, tu sais, qui ont accepté des affaires. Puis je veux pas embarquer là-dedans. Tu sais. Je veux pas embarquer là-dedans. Chacun sa conscience. Ben oui, je comprends. Hey, là, par contre, on a pédalé trop vite. Il y a une affaire qu'il faut absolument qu'on aborde parce que c'est justement pour ça que je m'étais intéressé à toi quand on fumait ce fameux cigare le soir dehors au centre-ville. Tu as une œuvre écrite, toi, là. Moi, c'est ça que ça m'a complètement surpris parce que, pour vrai, je pense pas être quelqu'un de mal informé. Je pense que c'est plus ma génération. On ne connaît pas ce Benoît-là. On ne connaît pas du Trizac, le gars qui a écrit des albums jeunesse, soit dit en passant, des romans policiers également. Fait que toi, Un film?
Un film Un long aussi? métrage, une série qui s'appelait Fête fatale à Télé-Québec. Des romans, des nouvelles, un essai sur le sida, sexe, morgue et rock'n'roll. Ouais. Euh, Ça, c'est venu avant. C'est parce que, tout avant ça. tu sais, t'as un À part- Michel Jean, par exemple, qui écrit des romans aujourd'hui, Ouais. maintenant qu'il est à la retraite, on dirait qu'il y a comme un sens à ça. Tu sais, t'as été au front, puis là, tu te retires dans tes Non, quartiers. il y a un sens à ce que j'ai fait. Ouais. Puis je vais te dire une chose, je vais le dire avec beaucoup de prétention. Là. Si je fais de la bonne radio, là, c'est parce que j'ai écrit des livres avant. Parce que j'ai eu le temps, puis j'ai commencé à 39 ans là, à faire de la radio. J'ai eu le temps de réfléchir, à formuler ma pensée, à me mettre moi-même en contradiction, puis à me dire que je ne détiens pas la vérité, puis que je peux me tromper. Puis de, tu sais, prendre le temps de le formuler puis de l'écrire, c'est plus compliqué qu'on pense. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui écrivent des vrais romans. Pas des états d'âme, j'ai le spleen, puis j'ai la flemme, puis je n'ai rien à crisser de ça. Des vrais romans structurés, avec des personnages qui se tiennent, avec un enjeu, avec des pivots, avec la structure narrative nécessaire. Ça m'impressionne. Ça va toujours m'impressionner. Parce que c'est dur à faire. Puis la conciergerie des monstres, je me suis ramassé le président du Salon du Livre. J'ai organisé une espèce de... Tu sais, comment tu appelles ça, les trucs où tu commences à écrire, puis un cadavre exquis, tu sais. OK, oui. Puis, tu sais, j'ai eu... Puis, tu vois, en écrivant, je me suis ramassé aux émissions de Christiane Charette. Là, je donnais des entrevues, puis c'était le fun. Puis elle me trouvait bête et méchant. Puis là, elle m'invitait à son émission de télé. Alors que t'es juste bête. Oui, non, je suis pas tellement méchant. Mais, tu sais, une émission de télé où elle m'avait envoyé voir Christiane, je pense que c'était The Fight Club. Oui. Et l'autre personne qui allait voir le même film pour en parler, c'était Jacques Duchesneau, qui est chef de police. Fait que là, je croise Jacques à ce moment-là. Puis là, j'avais dit, il me semble que vous devriez, vous autres, avoir la police, et je me souviens de la réaction, devriez avoir un 5 minutes. Quand vous attrapez quelqu'un, vous savez, là, c'est lui. Un 5 minutes qui compte pas. Au-dessus, en crisse une bonne. Là. Juste pour lui rappeler qui mène. Parce que ça existe plus, ça. Mais juste un petit reminder. C'est nous autres, la police. Pas toi, le gros. C'est nous autres. Comme dans Omerta, un peu, là. Puis Duchesneau était outré, tu sais. Parce que lui, c'était un intellectuel, là, tu sais. Puis c'était en dehors de ses valeurs. Ben Je oui. trouvais ça drôle, tu sais, de le proposer, de le suggérer, puis de voir la réaction. Puis je me souviens que Christiane riait, elle trouvait ça drôle aussi, là. C'est-tu un milieu, la littérature, parce que... C'est-tu un Il milieu parle juste snob? d'argent. C'est-tu snob un peu même aussi? Tu sais, Benoît Dutrisac qui écrit des livres puis qui s'en va à Christiane Charette, c'était-tu regardé un peu de haut, ça? Ben, pas à l'époque, parce que j'étais ça. Mais quand j'ai commencé la radio, j'ai écrit un dernier livre, un dernier roman, en 2008, je pense. Puis un critique avait dit, bon, le gars de la radio, tu sais, critique ne savait pas, j'en avais écrit comme 9 avant, tu sais. Le gars de la radio écrit un livre, tu sais, il ne savait même pas que c'était le 3e d'une trilogie. J'ai dit, fuck off. Tu sais. Me casse le cul, ça paye pas. Ça paye pas. Tu crèves de faim, tu le sais. Ouais. Tu crèves de faim. Puis après, ils sont même pas foutus de lire comme du monde. S'ils lisent. S'ils lisent, t'es invité quelque part, puis là, ils veulent juste te voir, toi, mais il n'y a rien à dire sur le... Moi, quand je reçois un auteur, là, je l'ai lu, le livre. Parce que je sais c'est quoi écrire un livre. Puis là, tu prends pas 1 heure ou 2 ou 3 pour le lire, puis te poser les bonnes questions, puis Fait que comprendre. tu t'intéresses à sa biographie puis à son J'ai le parcours de respect vie. du travail, là. J'ai l'éthique du travail. Ils savent, ils se sont cassés le cul pour l'écrire. Je peux-tu me prendre le temps de le lire un peu, un temps soit peu? Puis c'est pour ça que j'ai arrêté d'écrire des romans. J'en ai écrit un l'année passée, puis il est dans mon tiroir. Je le sors pas. T'es sérieux? Ouais. Fait que tu l'as écrit juste pour toi ou tu Ouais. l'as écrit en pensant que tu allais le publier Non, puis tu fuck t'es it. ravisé? Non, Tu l'as écrit juste pour toi. il est bon en Chris. Ça raconte quoi? C'est quoi l'histoire? Ah non. Non, même pas. J'aurais même pas le droit à ça un petit Non, peu. non. Mais parce que tu as Ça écrit s'appelle La Conséquence. Ah, OK. Et boy, mais là, tu nous laisses sur notre fin en maudit, là. Ouais. Attends une minute, là, j'ai le titre. Allez au buffet. Ça a-tu un petit peu rapport avec l'univers policier? Ah, à peine.
Parce que tu as pas. écrit des romans policiers, toi qui Ouais. aurais voulu être policier. Moi, j'ai failli être policier. Ben oui. J'allais passer des tests à Laval. Non, pour vrai? Oh oui, j'avais 19 ans. Et le capitaine m'avait appelé. Puis je dis, je pense que je vais aller au cégep avant. Il dit, c'est une bonne idée. Il dit, va faire ton cégep. Il dit, c'est toi qui as scoré le plus haut dans la classe. Puis on était une gang, là, dans la classe. Moi, j'étais un kid, j'avais 19 ans. Il dit, va faire tes études, rappelle-moi, prends mon numéro, prends mon nom en note. Puis dans 2-3 ans, rappelle-moi. Parce que j'en veux des gars comme toi. Mais moi, j'avais un oncle qui m'a beaucoup marqué, Gilbert, le frère de ma mère, qui était Monsieur Montréal, 1955. Là. Bien musclé. Là. OK? Mais discipliné. OK. C'est ça, je retenais. Pas le muscle, la discipline, de le faire, de prendre soin de son corps. Moi, c'était un oncle qui m'a dit une fois, dans un party de Noël, mais il y avait tout le monde autour, là. Il y a zéro sous-entendu. Il dit des fois, puis moi, j'étais le plus jeune de 4, puis on parlait pas de sexualité à la maison, rien. Il dit des fois, juste être assis, nu, prendre le temps, ça fait du bien. Mais je devais avoir 10-11 ans, tu sais. Mais tu sais, il voulait me faire comprendre que mon corps, c'était important. Important de le respecter, puis important d'en prendre soin. Aucune connotation sexuelle, juste ça. Fait que lui, Gilbert, il avait un fils plus vieux. Il a un fils plus vieux. Il m'a comme pris, sous son aile. C'était un sergent détective à Montréal-Nord. Et boy. Il conduisait la voiture quand son partenaire tirait Monica la mitraille. Et si tu retrouves la page du Montreal Gazette de l'époque, c'est lui qui est au-dessus du corps avec ses boutons de manchette puis sa chemise blanche, son veston. Ben oui, la fameuse photo où elle est complètement à terre. mitraillée. Là. Ben oui. Ouais. C'est mon oncle qui est là. Wow. Fait que moi, il me racontait des affaires, puis tu sais, c'était à l'époque de Charles Bronson puis de Clint Eastwood, de Dirty Harry, là, les années 70, tu sais. Puis il m'a fait lire Mesmer, pas le gars qui donne des shows, le vrai. Puis il m'a enseigné l'hypnose. Il m'a enseigné l'utilisation de ta voix. La responsabilité que ça comportait relève pas de défi. Tu demanderas à Richard si tu le reçois. Au Capitole, on tournait au Franc-Tireur. On parlait d'hypnose, puis il niaisait. Puis j'ai pas oublié à mon oncle. J'ai fait « Ah oui? Viens ici. » Tu lui demanderas comment il a réagi, Richard. Ah ouais. Il m'est tombé d'un bras en émettant un cri dont je me souviens... Strident. Je dirais pas de fillette parce que c'est sexiste, mais pas loin, tu sais. C'était très drôle. Puis lui, il m'a montré des affaires, tu sais. Il m'a montré l'hypnose, la voix, puis la responsabilité que ça entraînait. J'avais un autre oncle qui était aussi policier, du côté de mon père, qui c'était moins un succès, mais quand même. Fait que ça me tentait, mais après, j'ai fait autre chose. Parce que là, attends une minute, parce que tu viens d'ouvrir un dossier intéressant. Moi, je sais que quand tu reçois le chef du service de police de la Ville de Montréal, je ne sais pas pour les anciens, mais Fadi Daguerre, tu prends ça très au sérieux, son poste. Puis ça peut sembler banal, mais tu y poses. Pour toi, là, ce gars-là, c'est comme le maire de Montréal. Ouais. Puis donc, c'est cette espèce de sensibilité-là pour la police, pour l'importance de cette fonction-là, par respect aussi pour ce que c'est. Oui. Tu les respectes, les policiers? Oui. Oui, parce que si ce n'est que pour l'horaire... Ah, qui est terrible pour les patrouilleurs. Qui est épouvantable, qui est dur sur le système, qui est dur sur le moral, si ce n'est que pour l'obsession là, de les filmer. On veut qu'ils interviennent, mais on ne veut pas qu'ils brassent personne. On veut qu'ils les prennent par la main, puis leur mettent de la crème, puis tu t'es gercé un petit peu, je vais prendre soin. Non, c'est pas ça la police, là. Il y a des gens, c'est des criminels, c'est des violents, c'est des cinglés. T'as-tu déjà patrouillé avec la police? Non. Moi, j'ai fait ça 2 fois. Un cobra la nuit. Ouais. Si t'haïs la police, fais ça. Ouais, ça C'est va te ramener à l'ordre. Impossible. Ouais. Puis, il y a du monde qui nous dirait, ben oui, mais Rémi, ils ont un citoyen en arrière, ils se comportent pas de la même manière. Ils n'ont pas le temps de te regarder. Ils sont sur le gun, là, ils travaillent. Ouais. Ça change une vie au complet. Moi, j'ai tellement de respect pour les policiers, pour les bons policiers, que je comprends pas qu'ils les mettent à changer des feux de circulation. Ben oui. Je comprends pas qu'ils les mettent à se cacher pour attraper des contraventions, parce que tu tournais à droite ou à gauche.
Je comprends pas ça. Moi, je pense que leur métier est plus important que ça, tu sais. Puis les gens se fient à eux. Ils ont beau dire, là, tu sais, ils ont beau dire... Tous les rebelles, là, là, qui pensent que quand ça cogne chez vous au milieu de la nuit, là, puis t'attends pas de visite, tu veux que la police s'en vienne, là, tu sais. Ben oui, t'as une hypocrisie totale. Là. Puis moi, je suis déçu du SPVM, je suis déçu de Fadi Daguerre, puis je le respecte, je l'aime, là. Comme homme, là, je l'aime, mais je suis déçu de voir qu'il n'arrive pas à exiger que les manifestations se fassent à visage découvert. Je suis déçu de voir qu'il n'y a pas eu d'arrestation après les 500 manifestations qui ont eu lieu à Montréal. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je comprends pas qu'ils se fâchent pas. Honnêtement, il y a une théorie là-dessus, là, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est-tu parce que c'est court, peut-être, Fadi Daguerre et des origines particulières? Je crois pas à ça. Non, ça n'a pas rapport avec ça? Je crois pas à ça. Non? Sincèrement, je crois pas à ça. C'est de la nonchalance. Fadi Daguerre, avant toute chose, c'est un policier. Avant ses origines, puis je crois pas à ça, pas en tout. OK. Puis si c'est le cas, moi, ça m'étonnerait tellement, là. Mais on s'attend, à ce qu'ils prennent en charge ce qui se passe en ville, puis on a l'impression que ça arrive pas. Puis ça, je comprends pas pourquoi on le fait pas. Est-ce que c'est la mairesse, qui veut tellement que la violence, c'est non? Ah ben mon Dieu, c'est réglé. Il y avait juste à le dire. C'est ridicule. C'est ridicule. Fait que le travail est pénible, il est dur. Il est dur. Ils font face à des crapules qui sont équipés, des moteurs criminalisés. Bravo. Vraiment. Écoute, on s'approche de la fin. J'ai reçu quelqu'un l'autre jour à qui j'ai posé une question, puis je veux te la poser, cette question-là, parce que je pense qu'elle est vraiment de circonstance. Je t'ai demandé, c'était quoi le point commun entre tous les gens qui écoutent de la radio et qui ont besoin de trouver un écho à leur sensibilité, puis tu m'as dit finalement... Il faut parler des vrais enjeux, comme parler des choses plus drôles. Il faut vraiment être capable de rentrer dans leur vie sans être trop brutal. Mais Benoît Dutrisac, lui, un jour, quand il va s'arrêter de faire de la radio, on n'attend pas ce jour-là, puis qu'il va dire, mettons, il y en a, oui. Il y en a, oui. Ah, il y en a, oui. Il y en a, oui. Mais tu sais, mettons, quand tu vas dire, moi, là, finalement, c'était ça, mon œuvre de gars de radio, c'était de dénoncer ça. C'est quoi ce mot que je cherche? Y en a-tu un? Je sais pas comment te répondre à ça. Quand j'ai été viré en 2017, là, d'abord, quand j'ai quoi, tout effacé de mes affaires. Fait qu'il n'y a plus aucune archive? Ah non, ils me font chier, là. Moi, j'ai interviewé Philippe Kerr, l'auteur de Berlin Noir, là. C'est une série que j'ai interviewé du monde, là, que j'admirais. Ils ont tout effacé ou ils ont tout jeté ou je ne sais pas, Fait que moi, j'ai plus de... J'ai rien, là. Je fais ça... C'est terrible, ça. Au 99, c'est terrible. Le manque de respect, pas juste pour moi, pour les auditeurs qui étaient présents aussi, là-dedans, dans cette aventure, pour les gens avec qui j'ai travaillé, qui ont eu les invités, puis on a préparé les entrevues ensemble. Tous ces gens-là. Là. Tout ça. Tous ces gens-là sont importants. Fait que parce que là, la haute, la gange, il ne faut pas que j'embarque là-dedans. Qui ont fait un petit caca nerveux, là, parce qu'ils n'aimaient pas comment je me comportais ou ils n'aimaient pas la façon avec laquelle je parlais de la religion ou du Parti libéral du Québec. J'ai rien, là. Je laisse rien, moi. Ce que je laisse, c'est le sentiment chez les gens où j'ai fait partie de leur vie. Ça, c'est précieux. Puis quand j'ai été viré en 2017, là, j'ai consolé des gens, moi. J'ai pris une madame dans mes bras, là, à un moment donné, je disais, écoutez, je suis pas mort, j'ai pas le cancer, je suis pas malade, je suis en forme. Mais je suis plus là. Mais je suis plus là. Puis elle n'en revenait pas, tu sais. Puis ce qui est formidable et ce qui est terrifiant, c'est ta présence au quotidien chez les gens, qui t'adoptent. Puis des fois même qui t'aiment pas, là, mais qui t'écoutent pareil. Puis tu fais partie de leur vie. Ça, c'est une expérience extra. Ça, puis écrire des livres pour enfants, puis les enfants viennent te voir, puis ils viennent te raconter des blagues que tu as écrites dans le livre, puis les parents sont à côté, puis ils te parlent de la radio, puis le kid, il te parle de ce que tu as écrit dans le livre. Moi, ça, Rémi, là, la fois où j'ai eu le plus... J'ai
j'ai tellement été intimidé, là, c'est le lancement des 2 livres pour enfants. Parce que les enfants vont te le dire, t'es plate en chien. Les enfants, ils se gêneront pas, là. Ça m'a ébranlé dans mes shorts. Je n'étais pas gros dans mes shorts, mais ça avait été extraordinaire comme expérience parce que le livre était bon, les illustrateurs avaient été super bons. Puis c'est 2 beaux livres, là, tu sais, dont je suis fier. Mais c'est de rester dans la mémoire des gens, comme quoi tu as eu un impact positif dans leur vie. Ça c'est précieux. Fait que t'es comme un meuble d'une belle couleur dans la vie des gens. Mais on est tous des époques. Tu regardes défiler, tu regardes Paul McCartney aujourd'hui, là, la moitié de la population, il va passer sa rue, ça ne sait pas c'est qui. C'est vrai, t'as raison. Fait qu'on passe, on vit une époque, puis à un moment donné, on est remplacé, puis on crève, puis on disparaît. Puis tu dis, bon, ben, t'as des enfants qui vont porter un peu ta mémoire et ton image. Puis tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Mais c'est tout ce qu'il y a, là. Il n'y a rien d'autre. Arrêtez de penser que vous allez être immortel. Fait que comment faire brailler ou comment ébranler Benoît Dutrisac? Il suffit d'avoir 6 ans, puis de se dresser devant toi au Salon du Livre, puis de te jeter la vérité en plein visage. Oui. Puis de venir, puis pas brailler, là. Mais vraiment... T'es sans mots. T'es sans mots. Puis là, avoir des conversations avec des petits filles que tu connais pas, ça, c'est extraordinaire. Puis des conversations, pas des niaiseries, là. Des vraies conversations. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'as aimé dans le livre? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Puis avoir un vrai échange, le réel. Pas de bullshit, pas de... Il sait pas. Là, écoute, il savait pas, tu sais. Puis on s'en fout. Mais le livre se tenait. Puis à côté de moi, il y avait Myriam puis Sébastien qui avaient fait les illustrations. Puis tu sais, c'était un travail d'équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Il n'y a rien que tu fais tout seul dans la vie. Merci Benoît d'être venu. Moi, honnêtement, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter puis qui vont dire c'est vrai, il était de même, il écrivait des livres, puis là, ils vont redécouvrir cet auteur-là. Puis il y a plein de gens aussi qui vont comprendre qu'est-ce que tu fais en dehors de ta job, finalement, qu'est-ce que tu fais. Tu prends un break, hein? Tu t'occupes de ta vie, tu t'occupes de toi, puis tu te reposes un peu. Ben oui, c'est important. C'est important. Merci beaucoup d'avoir été là. Écoutez, si vous avez aimé l'épisode, il suffit de le partager, de vous abonner, d'en parler avec vos amis. Aidez-nous un petit peu à faire circuler l'émission. On commence, puis au prochain épisode. Bye bye.